La dernière question, la problématique du combat commun. Oui, pendant des décennies, on s'est battu à deux niveaux pour le combat commun. Combat commun israélo-palestinien, c'est-à-dire, je le dirais à ma manière, que de nombreux Israéliens, aussi nombreux que possible, se joignent au combat palestinien, soutiennent le combat palestinien. Parce que je refuse la symétrie. Ce n'est pas un combat israélo-palestinien, c'est un combat de libération nationale palestinienne auquel le peuple israélien, dans lequel le peuple israélien a un grand intérêt à ce qu'il gagne. Et a un grand intérêt à y participer et à le soutenir, parce que plus il en sera partie prenante, meilleures sont les chances que dans la solution, il y trouve sa place. Et plus on sera jusqu'au boutiste, plus le prix qu'on payera risque d'être élevé. Ça, c'est dans toutes les guerres. Et surtout dans les guerres coloniales. Et donc, oui, il faut un combat israélo-palestinien. Dans le cadre de ce combat israélo-palestinien, il faut aussi qu'en Israël, il y ait un combat judéo-arabe. Israélo-palestinien, je parle à l'intérieur d'Israël. Ce qui a été le cas jusqu'en 2000. En 2000, toutes nos mobilisations, et parfois, j'ai parlé des grandes mobilisations de la guerre du Liban, les grandes mobilisations de la fin des années 80 et début des années 90, c'était un vrai combat judéo-arabe, israélo-palestinien. On était des centaines de milliers à Tel Aviv, juifs et arabes. Et on était des centaines de milliers parce qu'il y avait beaucoup d'arabes aussi. Nos manifestations aujourd'hui, si vous les suivez, j'ai parlé tout à l'heure de quelques milliers, 10 000. On est plus qu'on était avant. Et il m'a fallu un certain temps pour que ça fasse tilt dans ma tête. On est plus qu'on était avant, mais on reste le même nombre. Sauf qu'on est séparés. C'est-à-dire, si on prend les grandes manifestations de Tel Aviv pendant l'agression de Gaza, et les manifestations parallèles qui avaient lieu à Nazareth, à Shfarmer, à El-Fachem, on était le même nombre. On reste la même capacité militante, et elle n'est pas du tout négligeable. Mais on n'est plus ensemble. Et on n'est plus ensemble parce qu'il y a eu un réveil de la nouvelle génération palestinienne en Israël, en disant attention, on est 90% des troupes, ou 80% des troupes. Pourquoi on doit venir chez vous et pourquoi vous ne venez pas chez nous? On veut un combat commun, mais on n'est pas votre masse de manœuvre, on n'est pas votre nombre, on n'est pas là pour faire nombre. Alors pourquoi pas moitié-moitié, une fois à Tel Aviv, une fois à Nazareth? Et là, Tel Aviv répond, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire à Nazareth? Il faut qu'on nous entende dans Tel Aviv. Il dit, bon d'accord, continuez, nous on est chez nous. Et donc on a aujourd'hui la même capacité de mobilisation, je parle de l'aile militante, de l'aile plus radicale du mouvement, mais malheureusement, on agit, on se bat séparés. Pas fâchés, mais séparés. Convaincre les Israéliens de venir à Nazareth, il y a peu de chance, sauf quelques centaines de militants de la gauche radicale, je dirais. Et aujourd'hui, dire aux Palestiniens, vous venez à Tel Aviv, ils disent non. Pourquoi on doit venir par milliers, alors que vous, par dizaines de milliers, alors que vous, il faut simplement 40 autobus et tout est résolu. Voilà, par rapport aux questions. Je suis sûr que je n'ai pas répondu à toutes les questions. Ah. Ah, pourtant, je vous avais dit que je ne voulais pas de cette question. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit en hébreu. En 2016. Oui, alors deux questions. L'une, c'est comment est-ce que les Palestiniens, dans l'état actuel des choses, tiennent le coup? Il y a écrit « continue à exister ». C'est cette capacité pour laquelle j'ai que de l'admiration, de résilience, de s'accrocher. C'est aussi peut-être, et ça c'est un des facteurs les plus importants de tous les combats de l'humanité, que dans les livres de sciences politiques et les analyses sociologiques sur les mobilisations, on oublie trop souvent de mentionner, c'est le besoin de dignité qu'il y a chez les gens. Que les gens, qu'ils soient africains, arabes, juifs, français, on a dans nous quelque chose qui s'appelle la dignité.
Et c'est un moteur extraordinaire pour la résistance. On n'est pas des bêtes, on n'est pas des moutons, on n'est pas résignés. Quelque part, il y a un moment où on dit non, ça suffit. Alors, je sais qu'on n'est pas la meilleure période, que ce soit chez nous ou chez vous, pour dire c'est comme ça, on est plutôt la tête basse, on est plutôt en train de subir que de prendre l'initiative, mais c'est la raison pour laquelle, alors on me dit souvent t'es optimiste, j'aime pas ces mots-là, optimiste, pessimiste, mais je crois profondément à ce sens de la dignité qu'il y a dans l'être humain et qui est un moteur, et qu'il y a un moment où tu dis ça suffit. Et les Palestiniens sont un exemple. Alors quelqu'un m'avait demandé, ça y est, j'ai compris la question, j'avais écrit Palestine, ça voulait rien dire, mais je me souviens qu'est-ce qu'il y avait écrit là-dessus. C'est vrai que la Palestine, celui qui l'a écrit a tout à fait raison, représente au niveau planétaire deux choses. Depuis longtemps. Alors maintenant, c'est un peu marginalisé pour un certain temps, parce qu'il y a d'autres problèmes, il y a Daesh, mais il y a l'écroulement du monde arabe, de l'ordre Sykes-Picot, 100 ans d'ordre franco-britannique organisé dans la région. Les États constitués en 1916 s'écroulent petit à petit, d'autres choses se forment, mais la Palestine a été à la fois un symbole des résistances à travers le monde. Et ça, j'en ai fait l'expérience. Dans les endroits les plus loin, dans les manifestations, mais qui n'ont rien à voir, en Uruguay, une manifestation syndicale, on verra des drapeaux palestiniens. C'est loin, c'est pas lié du tout, ils parlent de leurs problèmes locaux, et pourtant il y aura le drapeau palestinien. C'est quelque part, surtout chez les plus jeunes, la Palestine, c'est le combat de tout le monde, parce qu'il est emblématique de la résistance. Ce petit peuple contre la plus grande puissance du Moyen-Orient et une des puissances du monde, même si c'est un petit État, résiste, n'est pas écrasé du tout. Parfois, il fait le dos rond. Parfois, c'est pas le triomphe, c'est pas le triomphalisme. Il faut savoir lire les rapports de force, mais c'est toujours digne et toujours dans une résistance qui crée la jalousie même dans beaucoup de combats de libération à travers le monde. Alors, elle est d'une part le symbole de la résistance globale. Elle est aussi la Palestine est aussi une ligne de front. La guerre globale de Netanyahou, Bush et compagnie, la guerre de recolonisation du monde, la ligne de démarcation de cette guerre, la ligne de front, c'est sous les fenêtres, je le disais au maire de Tulkarem, qui se trouve exactement sur le mur. Sa mairie se trouve sur le mur, mais du côté palestinien, évidemment, du mur. Il y a longtemps, je lui disais, mais tu vois quel honneur tu as sur les... Tu es l'avant-poste, l'avant-avant-avant-poste, pas seulement de la Palestine, de tout le monde des voyous, de ceux qui, pour George W. Bush, pour Sarkozy, pour les gouvernants israéliens, sont ce qu'on appelait le terrorisme. Derrière le mot, dans ce choc des civilisations entre la soi-disant civilisation judéo-chrétienne, un concept que j'aborde, d'un côté, et le terrorisme international, qui devient le terrorisme islamiste, qui, par glissement sémantique de terrorisme international à terrorisme islamique, pour devenir finalement l'islam comme menace civilisationnelle, menace contre la civilisation judéo-chrétienne. C'est là où on en est. Et le mur, c'est vraiment là où les deux mondes se rencontrent, c'est la ligne de front. À gauche du mur, à l'ouest du mur, Israël, l'Europe, l'Amérique du Nord. À l'est du mur, les sauvages, les voyous. La Palestine, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. Et Israël et la Palestine sont la ligne, c'est vraiment la tranchée avancée des deux camps. C'est sur le mur que se fait cette confrontation qui n'est plus seulement israélo-palestinienne, mais qui est globale. Et s'il est vrai qu'avec Barack Obama,
Le discours de la guerre des civilisations a été éteint comme discours. J'ai malheureusement le sentiment que cette stratégie n'a pas disparu. Alors il y a des hauts et des bas. On a eu la chance avec Obama d'être dans une période concernant le Moyen-Orient ou concernant l'aspect offensif de la guerre globale, une période moins offensive, moins agressive qu'à l'époque de Bush, mais je ne crois pas que ce soit à exclure pour un avenir proche, quel que soit d'ailleurs le vainqueur de la course à la Maison-Blanche. La dernière question, là. Vous m'avez écouté il y a quelques années ici même, et vous préconisiez la création d'un État unique. Alors là, je vous dis franchement, vous m'avez mal entendu. Je ne sais pas quand c'était, mais je peux être sûr que je ne l'ai pas dit. Parce que c'est au contraire, lorsqu'on me pose cette question, je dis c'est la question qui m'énerve. C'est la question à laquelle je refuse de répondre. Monsieur Warshawski, qu'est-ce que vous préférez? Un État, deux États? Alors vous dites, j'avais dit, je préfère, vous préconisez la création d'un État unique. Non, je refuse même de répondre à la question. Parce que ce n'est pas ce que je préconise, ou ce que j'aime, ou ce que je préfère, ou ce pourquoi je rêve, qui est intéressant. Ça, à la rigueur, entre moi et mes rêves, le soir, si j'ai envie, sur ma terrasse. C'est inintéressant. C'est sans conséquence aucune. Mais pas seulement en termes de rêve. En termes de parler de solutions aujourd'hui. Je m'énerve parfois contre les militants français qui peuvent avoir des débats et qui sont pour moi une perte de temps sur est-ce que tu es pour un État ou est-ce que nous allons défendre un État ou deux États? Mais c'est pas ça la question aujourd'hui. On n'est pas dans la phase des solutions. On est en plein encore dans le problème. Alors les questions pertinentes, c'est quelle stratégie pour avancer? Ça, oui. Question que se posent et doivent se poser et se posent les Palestiniens. Quel type de stratégie? La lutte armée, pas la lutte armée, la mobilisation populaire, l'effort sur la diplomatie internationale, comment combiner l'un et l'autre? Ça, c'est des questions réelles qu'il faut poser, et les mêmes en termes de solidarité. Comment organiser la solidarité? Comment dépasser le stade d'organisation militante à convaincre les grands partis politiques, les grandes organisations syndicales à s'impliquer davantage sur la Palestine? Ça, c'est des questions réelles. La solution, mais arrêtez de perdre votre temps. Et je suis suffisamment âgé, il y en a quelques-uns, je crois, dans cette salle, qui ont à peu près mon âge, pour me souvenir, j'étais jeune adolescent, de la guerre d'Algérie. Et des débats qu'il y avait. Alors j'étais très politisé, très jeune déjà, mais je me souviens qu'on discutait, je ne sais même pas si c'était déjà le lycée, on discutait, que ce soit à table familiale, ou que ce soit en classe, ou que ce soit entre copains, sur les solutions qu'il faut donner à la crise algérienne, comme on l'appelait, ou les événements en Algérie. Alors on parlait de tout, donner la citoyenneté aux musulmans d'Algérie, la départementalisation, l'autonomie dans le cadre de la République, l'autonomie dans le cadre de l'Empire français. Enfin, on mettait sur la table plein d'hypothèses. Ce n'est que quand le rapport de force a mis à l'ordre du jour une solution, c'est-à-dire lorsque le rapport de force a changé sur le terrain, lorsque le mouvement de libération nationale a été capable de mettre à l'ordre du jour que c'est la fin, que ça va bientôt être la fin, que ça ne peut pas continuer comme ça. Mais à ce moment-là, la solution était évidente. Il n'y avait plus de place pour les débats, et c'est peut-être ça la grandeur de De Gaulle, c'est de l'avoir compris tout de suite. C'est l'indépendance, c'est la suite de la guerre ou l'indépendance. Maintenant, comme dirigeant français, il va falloir gérer l'indépendance le mieux possible. Comment garder le contrôle sur le pétrole, les pieds noirs, enfin, il y avait plein de questions. Mais il ne fallait pas tourner autour de la cuillère, inventer des solutions qui peut-être auraient été réalistes dans les années 50, mais qui ont été repoussées. Mais elles ne sont plus à l'ordre du jour dans les années, au moment où l'Algérie est suffisamment forte pour imposer le départ des Français. La solution, c'est imposer d'elle-même. Et à mon avis, il y a de fortes chances que la même chose se passe en Palestine lorsque ça se passera. Le jour où la solution sera à l'ordre du jour, c'est-à-dire le jour où les Israéliens auront attrapé
une raclée suffisante pour dire bon, ça suffit comme ça, il faut trouver une solution. La solution s'imposera, je ne sais pas ce qu'elle sera. Un État, je pense que la position de repli israélien, la position de dernière instance, ils préféreront toujours un État séparé, même minuscule, puisque c'est ça le sionisme, un État pour les Juifs. Et ils se contenteront peut-être de Tel Aviv élargie, en disant au moins laissez-nous ça. Mais c'est ce que je pense. Mais je n'ai pas envie de consacrer trop de temps avec moi-même, même sur des sortes de solutions. Le plus important pour moi, c'est de savoir comment reconstruire le mouvement anti-guerre en Israël, comment reconstruire le mouvement ou le renforcer en Israël. Ça, c'est des questions que je dois, comme militant israélien, me poser. Quelle sera la solution? C'est un luxe.